Second et dernier mandat pour Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo, je vous propose un florilège sur les enjeux que devra relever le pays, avec les regards croisés du Premier ministre, d'un politologue, d'un expert financier, d'une femme politique et d'un chef d'entreprise. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour Denise Poté. Et meilleurs vœux. Merci, et pareillement. Au-delà de la question du M23 et des milices qui sèment la désolation depuis 3 décennies, pour amener et garantir la paix à l'Est, est-ce que la RDC ne devrait pas se donner les moyens de bâtir une armée, de gérer les questions foncières, l'exploitation des ressources naturelles et de veiller à la cohabitation pacifique des différents groupes ethniques qui sont à cheval entre le Congo et le Rwanda? Je crois que votre question fait appel au fait à plusieurs volets, justement. Et ça rappelle justement le contexte dans lequel le président Félix-Antoine Tshisekedi prend justement ce pays. Et avec des défis, dont celui que vous mentionnez, qui est un défi, qui est le défi sécuritaire. Et le gouvernement que nous sommes, parce que nous travaillons justement sous sa directive et devons répondre à sa vision, nous, face à ces défis, nous avons décidé de répondre par des réformes, et des réformes structurelles. Et donc un gouvernement de défis et des réformes face à tous les problèmes qui ont été trouvés ici pour matérialiser la vision du chef de l'État. Et cette question, justement, que vous avez mentionnée, parce que un besoin de restructuration de l'armée, au vu des faiblesses qui ont été trouvées, et donc d'abord, du point de vue organique, avoir une loi de programmation, ce qui a été fait, une loi de programmation militaire, pour arriver, ce qui n'a jamais, c'est important de le mentionner, ça n'a jamais été fait, c'est un inédit, pour arriver à restructurer l'armée et avoir une armée qui puisse répondre aux besoins sécuritaires à la taille continentale de notre pays et du nombre d'habitants que nous avons. Et donc, ça, c'est une réponse que nous avons aussi voulu donner. Et puis, bien sûr, une loi sur la défense nationale que nous avons donnée, un plan de défense nationale. Et nous espérons que, à côté des moyens que nous allons apporter à ces programmes, nous allons résoudre le problème sur le temps. Mais nous avons besoin de l'implication, bien sûr, de tous les pays de la sous-région, parce que c'est une question où nous avons des groupes armés locaux, mais aussi des groupes armés étrangers. Félix Tshisekedi a dit que beaucoup de choses restaient à faire. Aura-t-il les moyens de sa politique? Je crains fort que ça va être assez limité, puisque le contexte international est tel qu'il y a des enjeux beaucoup plus importants qui mobilisent toute la communauté internationale, l'Ukraine, Gaza et d'autres endroits encore ou sur lesquels, en mer de Chine par exemple, et cette rivalité qui est grandissante entre d'une part la Chine et les États-Unis, et d'autre part, la montée en puissance des BRICS va faire en sorte que les principales ressources dont le Congo a besoin pour pouvoir arriver à asseoir et à améliorer les conditions de vie des Congolais ne seront pas là. Et donc, on peut s'attendre à ce que les derniers mandats de Tshisekedi risquent d'être véritablement un mandat difficile et pour lequel les Congolais, malheureusement, risqueront de ne pas avoir un mieux-être de leur situation sociale et économique. L'instabilité est une des causes que vous citez et qui expliquerait le retard du pays, mais la crise à l'est du pays remonte à 1997. Qu'est-ce qui a entravé le développement de la RDC jusqu'à cette date, puisque déjà Mobutu, à l'époque, avant 1997, avant sa chute, n'a cessé de vanter le grand Zaïre? Alors effectivement, si on part sur cette théorie, la RDC a eu du mal à se développer parce que je pense qu'elle a fait suite à des années post-coloniales de gouvernance, on va dire, un peu défaillante. C'est-à-dire que les gouvernements qui ont été en place depuis l'indépendance n'ont pas été à la hauteur. Cumulé à ça, vous avez effectivement ce conflit que nous avons à l'Est qui freine aussi le développement. Et moi, j'aime bien effectivement citer un auteur panafricain qui est Cheikh Anta Diop et qui dit que la sécurité précède toujours le développement. Et donc cette sécurité, cette instabilité qu'on a à l'Est de la RDC est un facteur important qui fait qu'on a aujourd'hui du mal à décoller. Oui, mais l'instabilité, comme je le disais à l'instant, elle date de 1997. Avant, il n'y avait pas de crise à l'Est. Alors, ce que je disais, il y a eu des gouvernements qui ont été présents.
Ils n'ont pas su, si vous voulez, mettre en avant le pays, ils n'ont pas su créer les conditions économiques, à la fois de stabilité, pour que ce pays se développe. Et aujourd'hui, on a les conséquences de ce retard qu'on a cumulé dans pas mal de secteurs. La crise sanitaire et la crise russo-ukrainienne ont montré à quel point les pays africains étaient tributaires des importations. La RDC, qui pourrait être le grenier de l'Afrique, en raison justement des milliers d'hectares de terres arables qu'elle possède, n'en exploite qu'à peine 2%. Comment vous expliquez ce paradoxe ? D'abord, c'est 80 millions d'hectares de terres arables que nous avons, et donc vocation non seulement à une autosuffisance alimentaire pour notre pays, mais aussi possibilité de nourrir le continent et le monde. Et aujourd'hui, nous allons y travailler pour pouvoir atteindre cet objectif. Et donc, face à cette crise mondiale que nous avons connue, des réponses qui doivent être données. Réponse d'abord par la diversification de notre économie. Si jamais nous avons eu des failles par rapport justement à la production agricole, c'est parce que notre pays a longtemps dépendu du secteur minier. Et il est encore... Et c'est l'ancien directeur général de la GECAMIN qui le dit. Je le dis vraiment en connaissance de cause, du fait de mon parcours dans ce secteur minier et de toutes les façons de ma formation d'ingénieur chimiste. Et donc, sortir de cette dépendance du secteur minier par la diversification de notre économie. Junior Mbouyi, selon vous, de Laurent Désiré Kabila à l'arrivée de Félix Tshisekedi, le pays a été marqué par l'immobilisme, c'est le terme que vous employez. Qu'est-ce qui justifie l'absence de vision et de volonté politique de ces dirigeants ? Alors je pense qu'effectivement, ce qui s'est passé depuis Laurent Désiré Kabila à aujourd'hui Félix Tshisekedi, je pense que les gouvernements ont aussi essuyé les retards cumulés depuis cette fameuse époque où il y a eu cette zaïrianisation de l'économie qui fait que les grandes entreprises ont quitté et ont déserté le pays. Et puis, je pense qu'on n'a pas su créer les conditions nécessaires pour rendre le pays attractif de nouveau et le faire développer. Les 16 et 17 janvier, on célèbre 2 héros nationaux au Congo, Laurent Désiré Kabila et Patrice Lumumba. N'êtes-vous pas un peu surprise que le premier président du Congo ne fasse pas partie de cette liste ? Là, on touche une question, effectivement, qui nous déchire depuis très très longtemps, tout simplement parce qu'on se rend compte que les interférences géopolitiques et que les manipulations aussi néocolonialistes, impérialistes perdurent dans ce pays, tout simplement parce que le Congo n'est pas n'importe quel pays, mais on sent aussi qu'il y avait une volonté de la part des impérialistes, on peut le dire ainsi, d'effacer un peu la mémoire de l'histoire du Congo parce qu'il y a toujours eu cette volonté de vouloir récupérer cette terre qui regorge de richesses absolument phénoménales et évidemment effacer l'histoire, effacer les références de Joseph Kasavubu, ça faisait partie un peu de ce jeu. Et donc oui, on excite un peu la mémoire de ceux qui viennent après lui, on excite la mémoire de ceux qui sont assassinés parce qu'on ravive aussi par la même occasion le tribalisme, l'extrémisme, etc. Et c'est ça qui focalise un peu l'attention. Et alors, on diabolise Joseph Kasavubu. Alors que Joseph Kasavubu, je crois quand même l'avoir démontré dans mon livre, a démontré qu'il poursuivait un idéal de bonne gouvernance, un idéal aussi de liberté, de respect de l'autre et surtout de respect des deniers de l'État. Et ma foi... Et très tôt d'ailleurs, on découvre qu'il est le premier à défendre l'option du fédéralisme pour gérer ce grand pays qu'est le Congo belge et qui deviendra plus tard le Zaïre et ensuite la RDC. Est-ce que vous comprenez la frilosité des pouvoirs successifs congolais face à cette question de la décentralisation ? L'option de fédéralisme, c'était la voie de la sagesse. Et rappelez-vous quand même, à la table ronde, on a accusé tous les fédéralistes d'être des fous, des idéaux fous, alors que l'ancien colonisateur, petit pays s'il en est, eh bien, est devenu fédéral quelques 30 ans après. Donc ça montre bien qu'il y avait une capacité de visionnaire en Joseph Kasavubu et tous ceux qui prônaient le fédéralisme. Tout simplement parce qu'un si vaste pays, avec tant d'ethnies, plus de 400 ethnies, eh bien, c'est le fédéralisme qui pouvait effectivement permettre la symbiose entre toutes ces entités communautaires. Mais ce n'est pas l'option qui avait été retenue à la table ronde et donc on a plutôt choisi l'unitarisme qui nous a perdus jusqu'à ce jour.
Georges Arthur Forest, à propos de ces différents présidents que vous avez connus, depuis le maréchal Mobutu, en passant par le père Kabila, le fils et aujourd'hui Félix Tshisekedi, si vous deviez définir chacun d'entre eux, quel mot vous choisirez pour les définir, en commençant par Mobutu? Mobutu, quand il a fait la zérénisation, après il a regretté. Il s'est rendu compte qu'il a fait une grande erreur. Et puis il a essayé d'attirer les investisseurs, mais il a laissé les gens travailler dans la paix. Chaque investisseur venait, il pouvait investir du moment qu'il respectait les règles et les lois du pays et les codes des investissements. Le père Kabila était un idéaliste. Je crois qu'il rêvait toujours. C'était vraiment un révolutionnaire dans l'esprit. Il n'est pas resté longtemps non plus. Le fils, malheureusement, a ouvert les portes aux Chinois, aux Asiatiques, mal conseillés, uniquement dans des intérêts personnels et privés de beaucoup d'autres. C'est triste. Félix Tshisekedi est de bonne volonté. Lui-même voudrait faire les choses, mais il avait un entourage qui n'était pas des meilleurs. Il vient de se séparer de pas mal de monde, donc je crois qu'il se ressaisit et il veut réussir où il avait promis de le faire. Et lui-même est de bonne volonté, mais il lui faut une bonne équipe autour de lui, et à ce moment-là, il pourra réussir. Et un rêve, en ce début d'année? Le rêve, c'est de revoir le Congo redevenir une première puissance africaine, et elle est capable, si elle développe très fort son agriculture. Notre objectif, aujourd'hui, nous avons 3 grands pôles, c'est l'industrie, le bâtiment et les ponts et chaussées. Nous avons l'énergie et on développe très fort l'agriculture. Dans l'agriculture, nous avons aujourd'hui quand même plus de 60 000 têtes de bétail sur 1 million d'hectares. Nous avons 10 000 hectares de maïs. Nous faisons le soya, nous commençons le blé. Nous avons une minoterie. Nous avons une biscuiterie qui produit quand même 36 000 tonnes de biscuits par an. Or que notre objectif est de la terre aux produits finis sur place, de ne plus importer. Et essayer d'avoir l'autosuffisance alimentaire pour la RDC. Voilà, l'autosuffisance alimentaire. Mais pour ça, il faudra encore peut-être 100 Georges Forest qui viennent, ou des Congolais aussi qui doivent investir. Et c'est ça que je leur demande, c'est d'investir dans leur pays, dans le pays, dans des domaines agro-industrie, qui est d'abord la base de tout, et le futur. Parce que le pays aura besoin d'alimentation et le monde entier aura besoin d'alimentation. Georges Arthur Forest, merci. Avec plaisir. Ensemble, construisons l'avenir.